peu de nuages, et voilà. Ah oui, oui. Ah bon, oui, alors, oui. Bon appétit, messieurs, dames. Tout de suite. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Il a quand même une certaine classe. Bon, pas bon appétit. Oh, mais elle a pas l'appétit. Ah, elles sont à fond. Non, c'était un moulin inventé. Ah oui. D'accord. Et la mentalité aussi. Ben déjà, moi je suis Roby, j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui dans cette région. Et qu'est-ce qu'on va faire ce matin? C'était prévu de monter en haut de la vallée pour découvrir les lieux d'alpage qui ont fait un peu l'histoire de la partie haute. Par contre, c'était déjà en train de pleuvoir à 6h30 ce matin, c'était pas une bonne idée d'y aller.
Et on va découvrir notre métier, moins connu, sûrement, une histoire moins connue, qui a joué un rôle très très important dans le développement de notre région, c'est-à-dire le métier de carrière d'ardoise, de lausatier comme on les appelle nous ici. On va faire une boucle ici, sûrement dans les hameaux qui ont été construits et d'où ils venaient. Et si vous avez envie, même on fait un peu attention parce que ça glisse un peu, mais pas trop. On va découvrir la première des 12 carrières d'ardoise qu'on trouve dans la région. Boucle de la matinée. Après, on ira manger dans un endroit abrité où on peut même allumer les feux et se réchauffer un peu. Et on va continuer l'après-midi les visites, il n'y aura pas de soucis. Si jamais il y a quelqu'un qui a froid ou qui, vous me le dites, hein, on n'est pas dans les Jeux Olympiques, il ne faut pas gagner des médailles d'or. On n'a rien à trouver. Quelque chose ne marche pas. Comme je dis toujours, c'est moi qui suis là pour vous et pas au contraire. Donc, en plus, j'ai déjà vu l'endroit. Donc, Oui. Bon, mais on rentre à l'hôtel alors. Là, ça arrive depuis longtemps. Vous savez qu'au début du XIIIe siècle, en France, on a eu ce qui, je ne sais pas comment vous l'appelez en France, ici, on l'appelle la croisade contre les Albigeois. Pareil. C'était une guerre des religions, des politiques. Oui, oui, comme d'habitude. Il n'y a rien qui change, il y a un siècle qui passe et il n'y a rien qui Comme vous change. dites, oui, oui. Alors, comme il y avait les gens, les Cathares qui étaient persécutés, mais ils n'avaient pas écrit ici on est Cathare ou on est catholique, c'était devenu un peu la guerre de tous contre tous. Donc ça signifie que mon voisin est un peu méchant, je dis lui il est Cathare et lui va passer sur le feu. D'accord. Et alors il y a pas mal de gens qui se sont échappés et qui ont cherché refuge en montagne. Une partie sont montés vers les Pyrénées, les Hauts-Pyrénées, tout ça. Une bonne partie est venue dans les Alpes. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé quand ils traversaient? Dans ces vallées-là, nous on était dans le contrôle du marquisat de Saluzzo, un petit royaume qui était ici, qui laissait, la religion officielle était catholique, mais lui laissait presque la liberté de religion 100%. Donc c'était un bon endroit pour des gens qui s'échappaient pour des questions religieuses. Et avec eux, ils ont amené la langue qu'ils parlaient là, qui était plus évoluée par rapport au latin, au tarlatin qui ont parlé longobarde. C'était un mélange des langues qui ont parlé ici. Et de ce moment-là, la langue d'oc, dans la version provençale et après provençale alpine, s'est installée dans cette région. Et ça fait 8 siècles qu'on parle ça. Ça c'est quelque chose qui est très très important pour notre histoire parce que la première raison pour laquelle les gens qui sont émigrés d'ici sont partis vers le sud de la France et pas pour le reste d'Italie, c'était ça. Au moins quand ils passaient au-delà des Alpes, ils se comprenaient bien avec les gens de la région. Après il y avait aussi la possibilité économique évidemment. Et nous on a dans notre langue, même dans la géographie des lieux, tous des mots qui ont ce type de racines. Et là, si vous voulez, nous maintenant on part vers droite, on remonte, on prend le vallon de droite. Si on va vers gauche, on arrive à Cumboscuro. Cumboscuro est un des lieux qui, dans les années 50-60, ont commencé en Europe à travailler sur les langues minoritaires, les cultures minoritaires et tout ça. Donc, il y a une bibliothèque énorme, 15 000 livres. Il y a des fêtes qui se déroulent encore aujourd'hui, même si aujourd'hui un peu tombé, mais c'est pour des questions familiales là-haut. Oui, oui, après. Oui. Ils se sont un peu battus entre eux et avec tout le reste du monde, comme Ici aussi, d'habitude en montagne. Ici aussi, ça va. Mais sinon, je peux dire qu'au moins pour ceux qui regardent l'Italie, est un des endroits, une des capitales pour ceux qui regardent l'histoire des cultures minoritaires. Et là, vous voyez un partout presque Via Frédéric Mistral, parce que c'est presque un partout. Et là, Mistral est quelqu'un qui a joué un rôle très très important dans la culture de cette langue, donc c'est pour ça qu'on le trouve dédié. Et vous savez que celui qui a classé les langues, qui a donné l'idée, langue d'Oïl, langue d'Elsie, l'italien,
Et Languedoc était par contre le poète plus important de la littérature italienne. Parce que c'était Dante Alighieri qui avait divisé les langues. Il a pris le mot pour dire oui, oil, hoc et si. Et c'est lui qui, pour la première fois dans l'histoire, a classé les 3 langues plus importantes de cette région. Évidemment, il ne s'est pas poussé vers l'Espagne, le Portugal. Dans son poème plus important, qui est la Divina Commedia, qui est considéré le poème qui a donné le coup d'envoi à la langue italienne, il écrit dans le fiorentino, son dialecte, c'est lui qui après devient italien, mais il fait un hommage à la langue d'Oc. Quand dans le purgatoire, le chant 26 ou 25, il est toujours en doute. Moi, les chiffres. Vous pouvez dire ce mot à vous quand on finira par les Non. Au 25 ou 26, il fait présenter celui qui à l'époque est considéré le poète plus important de la littérature de l'époque, qui était Arnaud Daniel. Et au contraire des autres qui se présentent dans l'italien ancien, lui il se présente dans sa langue. Donc il y a 8 lignes écrites en provençal d'époque, là, Eliseo Arnaud, poète provençal, etc. Donc c'est un hommage qu'il lui a voulu faire à cette langue. Il y a aussi un autre poète italien très important de l'époque qui était Petrarca, qui par contre a écrit un cahier où il parle de son ascension au Mont Ventoux, la scesa del Monte Ventoux. Alors, de comme il est décrit, ça me qu'il a monté l'Everest. Ok, après je vais les fixer. Comme s'il avait monté l'Everest, parce que pour lui c'était quelque chose d'incroyable, alors que le Mont Ventoux est un peu plus qu'une colline. Mais... Une colline, hein, c'est 1900 mètres. Montez là en vélo, vous allez voir si c'est 3 fois dans la journée. Dans la journée. Les 3 dans la journée. Iral, dans notre coin, ça signifie petite place, endroit où on peut déposer des matériaux. Et c'était l'endroit où les gens qui faisaient l'extraction de l'ardoise en haut, de lausatier, comme pour nous l'ardoise est la lauso, Oui, la lose. qui arrivait de là-haut, étaient exposés. Donc les clients ne devaient pas monter jusque là-haut, mais ils arrivaient là pour pouvoir choisir ce qu'ils avaient besoin. Et donc c'était l'endroit où tous les marchandises étaient descendues et d'ici après ils partaient vers le marché. Alors quand on parle de cette histoire, on parle d'une histoire qui est partie au XVe siècle et qui est terminée en 1983. Wow. Donc ça fait partie d'une bonne période. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, jusqu'à la moitié du 19e siècle, même vers la fin du 19e siècle, c'était ce qu'on appelle un échange sur place. C'est-à-dire, moi je te donnais d'ardoise pour ton toit, tu me donnais de la farine, un autre de l'ardoise pour le fil de Le bois. troc, là, ouais, le truc de troc. Ouais, c'était pas vraiment un commerce. Après ça, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des familles qui ont gagné pas mal d'argent en vendant ça. Sauf qu'à un certain moment, ils ont terminé parce qu'elles étaient plus rentables. Les carrières sont petites, on ne pouvait pas faire de grandes carrières comme il y en a partout. On avait commencé à acheter l'ardoise ailleurs, dans l'Europe de l'Est surtout. Et donc c'était... En Chine, non, mais maintenant en Piémont, c'est presque tous des Chinois qui font ça. À Bagnolo, Barge, pas loin d'ici, où il y a des carrières très très importantes. C'est les 50% c'est des Chinois qui habitent là. Où ils sont pas les Chinois. Non, oui, ça c'est sûr. T'imagines un Et peu nous maintenant on remonte et on va voir la première des carrières. Et comme ça on découvre aussi un monde un peu particulier parce qu'elles sont des carrières faites comme des trous dans la montagne au lieu d'ouvrir tout à ciel ouvert. Et on va expliquer. D'accord. Ouais. Parfait. J'ai une question. En Ouais. venant de France, On se retrouve dans la partie plus en bas du vallon d'où est arrivé les loses, les pierres. Là, l'installation que vous voyez, il s'agit d'une énorme luge faite par un artiste allemand
il y a eu un projet d'art contemporain sur les carrières d'ardoise il y a quelques années. Et parce qu'ils l'ont installé là, parce qu'au milieu de Petit Vallon, c'était l'endroit où ils descendaient le sentier qui était utilisé pour le transport. Alors le système pour transporter l'ardoise dans le passé le plus diffusé était la luge. Et on verra un morceau de chemin qui est couvert par des pierres pour faire glisser les luges. Ou sinon, plus tard, ils utilisaient comme des petites téléphériques en descente. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient aussi ouvert deux pistes, une du bas et l'autre de la partie haute, qui arrivaient aux premières deux carrières d'ardoise. Là, ils s'étaient un peu organisés pour être prêts à recommencer à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la raison pour laquelle vous trouvez ça, c'est ça, c'est mémoire de l'endroit où les pierres étaient vraiment descendues. Le vallon où on trouve toutes les carrières est celui-là. On compte 250 mètres de dénivelé positif de la carrière plus en bas à celle qui est plus en haut. Si vous les cherchez sur internet, vous les trouvez comme l'Ausière de Frise. Frise est pas vraiment en amont, mais une région en haut de ce vallon-là. Ou sinon, les carrières de la Ruero. La Ruero est un petit hameau qui est au-dessus des carrières d'ardoise. Et tous les gens qui travaillaient dans les carrières arrivaient ici, il n'y avait personne qui venait ici pour faire ce métier d'ailleurs, mais c'était surtout un travail complémentaire pour les gens qui habitaient à la montagne à l'année. Ils travaillaient surtout en hiver, et on va voir pourquoi plus tard. Donc des Fugirus, des Combetta, de San Pietro, de la Ruero, mais tous du même endroit et du coin. L'histoire des carrières commence au XVe siècle, c'est-à-dire dans la période dans laquelle on commence à avoir du froid en Europe. Au contraire d'aujourd'hui qu'on est en train de se réchauffer, 14e, 15e, 16e siècle, les températures moyennes se baissent, la limite des glaciers se baisse, certains passages dans les Alpes restent fermés, ils sont plus praticables. Et aussi les couvertures en paille et en foin qu'on utilisait dans les Alpes du Sud commence à avoir des soucis à soutenir la température, la neige, etc. etc. Donc il y a quelqu'un qui comprend comme cette pierre est bonne pour faire des couvertures et de là on démarre, on commence et au moins dans le Piémont, dans tous les endroits où on se déplace, où on trouve des carrières, on voit que le point de départ c'est toujours fin 14e, début 15e siècle, toujours là, quand les températures commencent à se baisser. Là, ils ont une exploitation agricole, mais quand tu vis dans un endroit comme ça, c'est-à-dire à 700, 800, 900 mètres, même plus, tu ne peux pas être spécialisé sur une chose, car il y a trop de différences au niveau de la saison. Donc, eux, ils sont organisés, alors ils font de la lavande en été, qui transforment dans des sirops, dans des produits aussi pour la peau, etc. etc. Ils font ce qu'on appelle sylviculture, ils coupent le bois, mais en effet ils le cultivent, ils repassent un par an pour remettre en ordre, ils récupèrent les matériaux pour vendre, pour brûler, mais ils continuent les travaux d'entretien du bois. Ils font quelque chose, ils viennent de commencer de faire quelque chose avec les châtaignes. Et en hiver, ils passent les chasse-neige. Et en plus, une partie du travail, ils le font avec, dans notre société, comme guide. Laura, dans le passé, travaillait chez ceux qui gèrent les factures, tout ça. Et maintenant, c'est elle qui s'occupe de la partie économique de notre société. Donc, c'est-à-dire, pour rester là, pour vivre, tu as besoin de mettre ensemble plusieurs choses, pas seulement être spécialiste. Et ça, c'est quelque chose qui est normal dans la vie en montagne aujourd'hui comme il était dans le passé. Ça, je vous le raconte parce qu'on verra que le travail des ardoisiers était pareil, c'était une saison, en été ils faisaient autre chose. C'était quelque chose qui était dans le passé et qui continue à être aujourd'hui. Et peut-être c'est la seule clé pour réussir à vivre en montagne toute l'année, parce que sinon tu montes et tu redescends si tu fais un métier. Oui.
Cette église, le nom de cette église est Santa Maria della Valle, la Sainte Marie de la Vallée, la Vierge de la Vallée, parce que, si on veut, il s'agit d'un endroit qui n'était pas trop important au niveau de la religion, mais qui a été vraiment important pour permettre à notre vallée de se développer d'un point de vue agricole. L'histoire de cette église commence en 1018. Elle a été faite par des religieux qui étaient venus s'installer dans le Piémont en partant du Puy-en-Velay. Pourquoi ça? Parce qu'il y avait un noble piémontais qui avait fait cadeau à ce monastère, le monastier s'appelle l'endroit, d'une partie de ses terres. C'était quelque chose qui était diffusé à l'époque, parce que bon, c'était un peu comme se connecter avec l'église, avoir une protection aussi de la partie religieuse, mais il fallait faire cadeau de tes terres, pas à un monastère à côté de chez toi, parce que sinon il y avait le prieur qui commandait. Non, le jeu était, je fais cadeau d'une partie de mes terres, de mes propriétés, à un monastère de Puy-en-Velay, situé dans le Piémont. Comme ça, après, ça serait un frère plus jeune, un fils qui va devenir prieur de l'endroit, donc la famille continue à contrôler l'endroit, mais quand même, on a fait une connexion plus forte avec l'église. Là, ce qui passe, c'est ça, à Cervere, à côté de Fossano. Aujourd'hui, ça ne serait pas un bon jour parce qu'il y a le Giro d'Italie qui va arriver là, c'est comme ça les gens. Fait cadeau d'une partie de ses terres à ce monastère-là, il part de le monastère. Ils traversent les Alpes et on est capable de reconstruire la route qu'ils ont fait. On sait qu'ils sont arrivés en Italie en passant par la même route que vous avez fait, remonté dans le Valle, passé par le col de l'Arche, redescendu sur la côte italienne. On le sait parce qu'à Josier, vous y êtes passé en montagne, il y a aussi un endroit qui a été créé par ces religieux. Ils redescendent sur la côte italienne des Alpes et après, au lieu de faire ce qu'on ferait aujourd'hui en voiture, de redescendre toute la vallée Stura qui arrive à Porto San Dalmazzo et aller vers le nord du Piémont, quand ils arrivent à la moitié de la vallée qui monte au Col de l'Arche, ils traversent en Valgrana et après ils continuent là. Ils traversent parce qu'à pied la route est plus rapide à faire par rapport à passer à moto. Quand ils arrivent dans cette vallée, ils trouvent des conditions un peu particulières. Donc ils comprennent qu'il s'agit d'un bon endroit où ça serait pas mal s'organiser pour faire de l'agriculture, mais à l'époque il n'y a encore presque rien. À l'époque on a ce que nous appelle en Italie i Longobardi, c'est les Lombards qui sont venus s'installer quand les Romains ils ont perdu le pouvoir. Les Lombards ils sont rentrés dans le nord de l'Italie par le nord-est et petit à petit venus vers l'ouest jusqu'au moment d'arriver aux Alpes. Au XIIIe siècle, la propriété est encore des frères bénédictins. On sait qu'au XVe siècle, il y a des sœurs, des religieuses qui viennent s'installer là. Mais elle perd un peu la fonction d'importance parce que tout a été développé, tout est exploité. Et après, elle tombe dans de mauvaises mains au début du fin 18e, début du 19e siècle, quand il y a Napoléon qui arrive ici. Ce qui est intéressant là, on n'a même pas encore vraiment une perspective dans les fresques, alors que vous imaginez en même temps ce qu'il y avait au niveau d'art en Italie, Firenze, le Rinascimento, toute cette partie. Il y a une explication simple, historique. L'Italie était quelque chose qui n'existait pas, et dans notre région, on n'avait pas de connexion avec le reste de l'Italie. Nous, on regardait la France. La France a eu une énorme vague artistique avec les gothiques. Là, ils étaient dans un état, tu sais, quand il y a un top, après il y a une descente. Là, on était en bas de la vague artistique française. Donc, nous, on regardait là, il n'y avait pas de nouvelles solutions qui sortaient. Alors que votre région, par contre, entre Toulon, Marseille, Aubagne, etc., a été toujours un lieu extraordinaire d'un point de vue artistique parce que c'était le point où elles se rencontraient l'école italienne, l'école de Flandre et l'école espagnole. Donc c'était un mélange d'écoles et c'est ça que votre région était toujours au centre de l'art européen parce que c'était le point de rencontre entre les différentes écoles artistiques. Excusez-moi, elle a été restaurée celle-ci? Je vais y arriver parce que... Alors, elle était dans un état pénible parce qu'il y avait l'humidité qui montait. Elle arrivait jusque là. Ok.
Alors, première chose à faire, il faut décoller le mur du sol. Et ils ont mis en bas ce qu'on appelle les nida. Excusez-moi. Donc, il y avait ce cycle de fresques qui continuait plus loin. On a essayé de chercher de l'autre côté parce que la chance est que la propriétaire est une enseignante d'histoire de l'art. Donc, une énorme passion, sans rien dire à son père parce que sinon elle avait tout ça, il a essayé. Le problème, c'est que le mur de l'autre côté, qui existe aujourd'hui, est un mur du XVIIe siècle. Donc, a été quelque chose qui a été détruit et refait. Il n'y a plus rien au niveau des fresques qui continue. Et le cycle des fresques représente le premier Saint-Jacques. Saint-Jacques est toujours protecteur de ceux qui voyagent. On est sur une terre de passage, donc c'était normal de le trouver. La paroisse de Monterosso, ici à côté, est la paroisse de Saint-Jacques. Comme dans toutes les Alpes, en étant... Nous, on pense que les gens des Alpes ne se déplaçaient pas. Tout au contraire, c'était des grands voyageurs dans le passé, soit pour acheter les sels, soit pour vendre d'autres marchandises, soit pour autre raison. Il y avait des passages énormes dans la chaîne des Alpes. À côté, il y a Saint Christophe. Christophe en grec est Christophero. Ça signifie porteur de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est toujours représenté énorme. À côté, il y a la Vierge qui donne le lait au petit Jésus. Quelque chose qui était très diffusé dans le nord de l'Italie jusqu'au début du XVIIe siècle. Le Concile de Trento, vous savez que l'Église des fois ils font des congrès, des trucs comme ça, donne un stop énorme à la vague artistique. Et ce type de représentation de la Vierge est plus accepté. Donc les fresques, vous ne trouvez plus des représentations comme ça de cette époque pour venir à aujourd'hui. Alors que vous les trouvez dans le passé, c'était un sujet très très diffusé dans le nord de l'Italie. Une figure d'une importance énorme pour nous, pour comprendre l'histoire de l'Église, est le petit moine qui est à côté. Le prieur de Cervere. Donc on sait qu'au XIIIe siècle, quand on a fait les fresques, la propriété sur l'église était encore du prieuré de Cervere. Il dépendait de là-bas. C'était un bon témoignage des propriétés. De l'autre côté, on a un Saint Barthélemy qui porte sa peau, un Saint Chafre, Saint Pierre et Saint Michel. Alors, Saint Chafre, c'est la connexion avec le monastère d'origine qui est dédié à Saint Chafre en France. Saint Chafre. Ouais. Et Saint Barthélemy, dans notre région, n'est pas trop diffusé. Saint Pierre, oui, on était à San Pietro Monterosso, et aussi Saint Michel parce qu'il y a pas mal de villages qui ont comme protecteur Saint Michel. Donc, c'est tous des sujets qui sont diffusés dans le monde. Faire chier quand t'habites là quand même. Parce que j'ai dit en arrivant, c'est trop écrit. Franchement, on va voir quelque chose. Si tu bosses pas, tu es là, mais rien que pour aller au camp. C'est ça qui est une chose. Les gosses de moins de 12 ans. Je vends du fromage.
que certains journalistes italiens ont pris l'habitude de l'appeler comme la Pompéi des vallées piémontaises, parce qu'on ne trouve presque plus rien en pied. Moi, j'ai souvenir des maisons encore dans un bon état. Le problème, c'est que l'hiver 2008, 2009, 2010, les 3 hivers avec beaucoup de neige tombée sur des toits qui n'étaient plus entretenus, ils ont fait partir. Et comme les maisons sont accrochées l'une sur l'autre, quand il y en a une qui part, les autres ils vont suivre dans quelques années. Et donc c'est un abandon. Ce qu'on a essayé de faire, et là, quand je parle du groupe de travail, il y a sûrement 4 personnes qui ont pensé et créé tout le système. Et 2 sont les 2 frères qui ont le magasin en bas. Celui auquel je dis bonjour quand on arrivait, son frère qui s'occupe plus de la production. Ils ont le four, il fait le pain, les crostates, les biscuits et tout le reste. Il faut la préserver, il faut réfléchir, il y a des mots qui sont là. La chambre là-bas, c'est vraiment top. C'est impressionnant. Ah, donc il y a un bout qui est réalisé. C'est fou, hein. Pardon. Excuse-moi. Oui, tant que ça. Oui. Gitasse insieme, era la nostra libertà. Andiamo sempre attaccando da sì e da là, e grigliamo la vita, e il mondo reva lì. Llevami e tieviti e tutti gli altri fuori. Ma dopo un po' che tempo stava già da me, portasse la sua roba, un intero guardaroba, con tutte le sue cose gli stavo qui. Asta insieme, vuol dire vivere a stretch